Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Ma tête sur un coup de poker, film radiophonique de Jean Marcillac, d'après le roman de Bruno Fischer, avec par ordre d'entrée en onde Pierre Trabeau dans le rôle d'Alec, Clément Béram, Jean-Pierre Litwack, Lisette Lemaire, Jeanne Dorival, Jean-Pierre Bernard, Jean Mauvais, Yves Duchâteau, Raymond Pélissier, Gaëtan Georges, Jacques Berger, Pierre Delbon, Nicole Verville et Hieronymus. Bruitage Jean Berriac, prise de son Raymond Bess et Françoise Brochard, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Je m'appelle Alexander Lynn. On m'appelle Alec. Je vais vous raconter comment j'ai failli griller sur la chaise électrique bien que je n'ai pas tué ma femme. Il faut que vous sachiez dès le début que j'étais innocent et que vous soyez persuadé de mon innocence. Je n'ai d'ailleurs aucun intérêt à vous mentir. Ça s'est passé à mon retour de Corée. J'étais si content de retrouver West Amber, ma petite ville près de New York, et ma femme, Lily. Et dire que c'est le soir de mon arrivée qu'a eu lieu le drame. 2 jours plus tard, je m'en souviens comme si c'était hier, entré dans ma cellule le gros Georges, l'avoué, le meilleur ami de ma famille, accompagné d'un gentleman distingué à cheveux gris. Alec remercie le ciel. Maître Robin Medji, un des plus grands avocats d'assises des États-Unis, a accepté de te défendre. Il n'est pas besoin d'être défendu, je suis innocent. Soyez raisonnable, mon vieux. Le juge d'instruction est persuadé que vous avez assassiné votre femme. Je ne négligerai rien pour vous faire acquitter, mais encore faudrait-il que je sache tout de vous. Voyons, racontez-moi ça. J'ai tout dit au juge d'instruction et à Georges. Peut-être avez-vous passé sous silence certains détails qui vous ont paru insignifiants et que je pourrais utiliser en votre faveur. Je suis innocent. Voyons. Je sais déjà que vous avez 26 ans et qu'orphelin de bonheur, vous avez été élevé par votre sœur Ursula, qui est beaucoup plus âgée que vous. Je sais aussi que vous avez eu une jeunesse heureuse, avec pour compagne de jeu une fillette appelée Myriam, qui avait été adoptée par votre sœur et son mari, mort depuis. Je sais également qu'il y a 2 jours, vous êtes rentré de la guerre de Corée, démobilisé un peu prématurément à la suite d'un accident qui vous avait rendu, comment dirais-je... Psychonévrosé. Et c'est le terme employé par les toubibs pour à peu près n'importe quel cas. Dans le mien, il signifie tout bonnement que je ne devais plus voler dans les avions de combat. Or, la plupart des hommes sont inaptes à voler dans les avions de combat. Je ne suis donc aussi normal que la majorité des gens. Parfait. Vous êtes donc arrivé ici il y a 2 jours. Vous avez été reçu affectueusement par votre sœur et sa fille adoptive Myriam. Oui, mais ma femme n'était pas là, on ne voulait pas me dire où elle était. Mais je sais. Vous avez fait une colère terrible. Et excessive. Une colère d'anormal, dites-le tout de suite. J'étais absent depuis 2 ans, occupé à faire un sale boulot, vous pouvez me croire. Tout ce qui soutenait la plupart d'entre nous dans cet enfer, c'était la pensée qu'un jour viendrait peut-être où l'on rentrerait dans son foyer auprès de sa femme. Je rentre, on me cache ma femme, c'était normal de crier, non? Votre sœur ne vous avait-elle pas dit qu'elle était en voyage? Si, elle mentait. Elle essayait de gagner du temps. Moi, je croyais que Lily habitait toujours avec elle depuis mon départ, mais une fois monté dans ma chambre, je me suis rendu compte tout de suite que Lily ne vivait plus là. Elle était partie de la maison. Pour aller où? Alors j'ai aussitôt quitté mon uniforme, j'ai pris une douche, je me suis habillé en civil, impatient de connaître la vérité au plus tôt, aussi terrible qu'elle fût. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu de ma fenêtre des amis qui venaient, comme chaque jeudi soir, pour jouer dans notre salle de jeu au sous-sol. Georges était là. Oui, c'est vrai. Je me réjouissais de jouer avec toi, car vous savez, maître, Alec est un super as aux échecs et au poker. Vraiment? Oui. Quels étaient les autres invités? Le vieux Spencer, qui tient une grosse épicerie. Il était accompagné de sa fille Hélène et de son fils Jacques, mon copain d'école. Mais Jacques était toujours aussi grand et paraissait tout aussi renfrogné qu'avant. Et puis, il y avait le shérif. Quand êtes-vous redescendu?
4 ou 5 minutes plus tard. Et dans le salon, j'ai surpris Myriam et Jacques assis côte à côte qui se tenaient la main. Jacques et moi, on était contents de se revoir. On a bavardé un peu, puis je lui ai demandé de me laisser seul avec Myriam, ayant à lui parler. Ça n'a pas eu l'air de lui faire plaisir, mais il a tout de même quitté la pièce, il est descendu jouer avec les autres. Alors je me suis approché de Myriam, qui s'était mise à pianoter nerveusement. Myriam ? J'ai l'impression que je vous ai dérangé, toi et Jacques. Alec, Jack veut m'épouser. Ah, c'est pour ça qu'il m'a fait un œil pareil. Oh, je suis navré. Bon, ça n'a pas d'importance. Voilà 1 an qu'il me demande presque tous les mois de dire oui. Je venais de le prier une fois de plus d'attendre. Mais ce n'est pas le mari qu'il te faut, Myriam. Ce gars-là, c'est un vrai bonnet de nuit. Mais il est très intelligent, tu sais. Et avec moi, il attend de prévenance. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrête ? J'attendais que tu reviennes. Que... Pour avoir mon avis ? Oui, c'est ça. Cigarette ? Non, c'est... Myriam, où est Lily ? Elle n'habite plus cette maison, n'est-ce pas ? Non. Que lui est-il arrivé ? Ne t'inquiète pas, elle est en parfaite santé. Bon, elle m'a plaqué. Non, mais Ursula l'a prié de s'en aller d'ici. Pour que ma soeur ait fait ça, il fallait que ce soit grave, non ? Demande-le lui. Quand ça s'est passé, ça ? Il y a 15 jours. Et où elle habite ? En ville, je ne sais pas exactement. Donc, si je comprends bien, Ursula ne l'a pas prévenue de mon retour. Elle voulait te parler avant que tu la voies. Et pourquoi elle l'a pas fait tout à l'heure ? Mais elle voulait t'en parler tranquillement. Parce qu'elle me considère comme un déséquilibré. Oh. Et qu'elle a voulu amortir le coup. Alors, comme tous les samedis, elle a invité des amis pour qu'ils jouent au poker avec moi pour faire diversion. Oui, peut-être. Lily a un amant. Ursula t'en parlera. Où habite ma femme ? Tu vas répondre. Mais tu me fais mal. Ursula m'a interdit de te dire quoi que ce soit avant qu'elle-même... Ursula est en bas, dans la salle de jeu avec les autres ? Oui. Eh ben j'y vais, je te jure qu'elle va parler, elle. Ursula, où habite Lily ? Mais je t'ai dit... Tu m'as menti, elle est ici en ville. Oh, écoute, Alex, je vais t'expliquer. Tout ce que je veux, c'est l'adresse de Lily. Oh, écoute, mon petit... Bon, au fait, vous autres, hein. Vous habitez le patelin, vous savez où elle est, ma femme, non ? Jacques, toi, tu dois pouvoir me le dire. Ouais, je comprends. C'est un coup monté, hein. Oui, mais ne me prenez pas pour un idiot, hein. Je me doute un peu de ce que Lily a fabriqué pendant que j'étais pas là. Le peu qu'elle m'écrivait, je savais lire entre les lignes. Mais maintenant, je suis de retour, je vous garantis que... Allons, elle ne vaut pas la peine que tu te mettes dans un état pareil. Oui, ma femme, pour la 100e fois. Où elle est ? Oh, après tout, fais comme tu l'entends. Elle habite un pavillon dans James Street. Eh ben, j'y vais. En sortant de la maison, j'ai vu Thierry, mon vieux camarade de guerre, arrêter sa voiture. Et il venait certainement lui aussi jouer avec nous, mais je l'ai pas attendu. Et je me suis mis à courir en direction de James Street. Depuis mon enfance, pour aller en ville, je prenais toujours un raccourci en passant par le golf. Mais ça me faisait gagner plus d'1 kilomètre. Alors comme autrefois, j'ai escaladé le mur de clôture et j'ai traversé le golf. Quand je suis arrivé aux premières maisons de West Amber, il était 10h moins 5. Vous savez, James Street, c'est une longue rue, elle fait à peu près 1 kilomètre, mais on y trouve pas beaucoup de maisons, elles sont disséminées par-ci par-là. Alors moi, je ne savais pas le numéro de Lily. Et à qui le demander ? Alors soudain est arrivée une voiture. J'ai fait de grands gestes pour arrêter la voiture, pour questionner le type. Et le chauffeur, ce salaud-là, m'a aveuglé avec ses phares, il a foncé comme s'il voulait m'écraser. J'ai eu à peine le temps de faire un saut de côté, la bagnole était déjà loin. Vous n'avez pas pu prendre le numéro ? Pensez-vous ? C'était une voiture de quelle marque ? J'ai pas la moindre idée. Alors j'ai fait encore 500 mètres en examinant les quelques boîtes aux lettres qui étaient au bord du trottoir. Et enfin, j'en vois une avec le nom de Lily Lynn. Alors il y avait de la lumière dans le pavillon. J'y vais. Je sonne. Silence. Je ressonne. Pas de réponse. La porte n'était pas fermée à clé, alors je l'ouvre. Et je me trouve dans un living room. Et je vois tout de suite Lily étendue sur le tapis au pied d'un divan. Elle a un couteau de cuisine planté dans la poitrine. Alors moi, je saisis le manche, je tire dessus. Je l'avais à moitié retiré, que soudain je le lâche, comprenant la vérité, quoi. Lily était morte. Morte, Lily. Alors, je me suis mis à trembler. Mes jambes ne me soutenaient plus. Je me suis laissé tomber sur le divan en sueur, en regardant horrifié le cadavre de ma femme. Et soudain, quelqu'un est entré, c'était le shérif. Ça devait arriver.
morte. La parole, Alec, vous êtes devenu fou. Qui est là? C'est moi, Kerry. Ah, entrez, mon vieux, regardez. Et Alec vient de la poignarder en plein cœur. Moi? Mais ça n'est pas moi qui l'ai tué. Mais ça n'est pas moi. Écoutez, Alec, je suis désolé, mais mon devoir est de vous arrêter. Voilà toute l'histoire. J'ai beau jurer que ça n'est pas moi qui ai tué ma femme, personne ne me croit. Vous n'auriez pas dû toucher au manche du couteau. Ça a été instinctif. Pendant quelques secondes, mon cerveau a cessé de fonctionner. Pourtant, en tant que militaire, vous avez dû voir beaucoup de morts. Oui, mais il ne m'était encore jamais arrivé d'entrer chez ma femme pour la trouver poignardée. Votre affaire se présente mal, mon vieux. Il y a au moins 6 témoins qui sont obligés de reconnaître que vous avez quitté votre domicile terriblement surexcité. Et quand il est entré dans le studio, le shérif vous a surpris penché sur le cadavre. Ah, pardon. J'étais assis sur le divan. Mais enfin, elle était à vos pieds. Puis ce sont vos empreintes digitales que les techniciens ont trouvées sur le manche du couteau. Vos empreintes, pas celles d'un autre. L'assassin a effacé les siennes, pardi. Allez donc raconter ça à un jury, mon vieux. Mais dans votre cas, il y a tout de même une très bonne chose. Ah oui? Quoi? Le juge d'instruction me pousse à plaider, d'accord avec lui, votre irresponsabilité. Mon irresponsabilité? Mais vous l'avez envoyé au diable, j'espère. Oui, enfin... bien sûr, l'essentiel, c'est que j'obtienne votre libération. Il se peut que vous soyez obligé de passer 1 mois ou 2 dans une maison de santé, mais ça ne sera peut-être même pas indispensable. Ah, c'est ça. Alors vous êtes tous persuadés que je suis fou. Pas du tout. Vous avez été probablement victime d'un moment d'inconscience temporaire. Mais autrement dit, je devrais avouer que j'ai tué ma femme. Écoute, Alec, tu sais très bien que je ne donnerai jamais mon accord que pour un plan favorable à ta cause. Alors j'estime que ton avocat a 100% raison. Sa tactique est la seule qui puisse te tirer d'affaire. Alors vous voulez me faire passer pour fou? Sois raisonnable. Je suis ton avoué et je t'assure... Je ne veux pas d'avoué ni d'avocat qui me croit coupable. Eh, venez, Georges. Oui, parce que c'est ça, allez-vous-en. Il va se calmer, réfléchir et demain, il aura changé d'avis. Mais allez-vous-en, je vous dis. Allez-vous-en. À demain, Alec. Nous te sauverons et malgré toi. Le lendemain matin, je reçus la visite de Kerry, mon camarade de guerre. Tous deux, enfants du pays, nous nous étions engagés ensemble dans l'aviation 4 ans plus tôt. Une profonde affection nous unissait. Il était devenu pilote de Super Fortress et récemment nommé capitaine, il avait tenu à m'avoir auprès de lui comme lieutenant-navigateur. Nous avions frôlé 1000 fois la mort jusqu'au jour où, terriblement sonné par un bombardement, j'avais fait atterrir l'avion sur le ventre, provoquant la mort d'un de nos copains. C'est de ce remords-là que je n'arrivais pas à me remettre. Enfin bref, Kerry était là dans ma cellule. Vous vous souvenez que le soir du drame, il arrivait en visite juste comme je quittais la maison. Alors j'ai voulu savoir ce qui s'était exactement passé à partir de ce moment-là. Ce qui s'est passé, je suis rentré, je suis descendu au sous-sol. J'ai trouvé tout le monde assez embêté. Tu penses? J'avais interrompu leur partie de poker. Alors. Ils étaient surtout très inquiets. À entendre Myriam, tu étais dans un tel état de surexcitation qu'il t'aurait presque fallu une camisole de force. Alors j'ai eu beau lui faire remarquer à elle et aux autres que c'était bien ton droit de courir chez ta femme, elle m'a supplié d'aller te rejoindre chez Lily. Et le shérif? Où il était? Il partait, suivi de George et de Spencer, l'épicier, que son fils Jack allait recourir à la maison. Sa fille Hélène reste avec ta sœur Ursula et cette pauvre Myriam, complètement bouleversée. Alors, pour lui faire plaisir, je suis allé chez Lily, Avec ta voiture? Naturellement. Comment se fait-il que tu ne sois pas arrivé avant moi? J'avais pas envie de vous déranger, Non, je pensais te rattraper et t'accompagner jusque chez Lily, tout en essayant de te calmer. Mais arrivé à l'entrée de Jam Street, je ne t'avais pas encore vu. Alors je me suis dit que tu ne pouvais pas être aussi loin et que j'avais dû te manquer. Alors j'ai fait demi-tour. Et j'ai repris le même chemin en sens inverse, les yeux écarquillés pour être sûr de ne pas te manquer. Ouais, j'ai pris le raccourci en coupant par le golfe. Ça, je n'y ai pas pensé, ça. Alors, ne te voyant toujours pas, j'ai refait la route jusque chez Lily. Et là, j'ai aperçu la voiture du shérif. Alors, puisqu'elle recevait du monde, je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors, je suis entré, voilà. Et depuis ton arrivée ici en permission, tu avais revu Lily? Oui, une fois, oui. Comment elle a réagi quand il lui a annoncé ma prochaine arrivée? Je crois que t'aurais pu crever là-bas, que ça ne l'aurait pas empêché de dormir. Et quand je dis dormir... Oh, qu'est-ce que tu veux? Elle était belle, on était mariés seulement 3 jours. Alors... Ouais. Après, je suis parti pour le casse-pipe, faut la comprendre. Dis, Kerry, tu me crois quand je te dis que c'est pas moi qui l'ai tué? Ce matin, j'ai eu un entretien avec Georges. Il se fait une bile du diable pour ton procès, tu sais.
Si encore tu voulais être raisonnable. Mais je refuse d'avouer un crime que je n'ai pas commis. Bien sûr. Et écoute, Alec, s'il fallait partir en avion pour n'importe quelle mission, le seul navigateur que je choisirais, ce serait toi. Ça, tu le sais. Oui. Seulement ici, il ne s'agit pas de navigation, il s'agit de jury et de justice. Alors tu ferais mieux d'écouter Georges et ton avocat. Si c'est pour me dire ça que tu es venu, tu feras aussi bien de retourner d'où tu viens. Alors c'est à croire que t'es vraiment cinglé, toi, alors. 3 semaines passèrent. Maggie, mon avocat, et Georges, qui devait l'assister, me répondaient doucereux. Mais nous ne te demandons pas d'avouer que tu as tué ta femme, puisque tu ne l'as pas tuée. Ils m'endormaient avec leur boniment, et ce n'est qu'au cours du procès, presque vers la fin, que j'ai compris leur tactique. Pour me sauver de la chaise électrique, ils ne chercheraient pas à prouver mon innocence, puisque tout m'accusait. Non. Ils étaient beaucoup plus sûrs d'obtenir l'acquittement en plaidant mon irresponsabilité mentale. Le jour du procès arriva enfin. Le médecin légiste déclara qu'à son avis, la victime n'était morte que depuis 1 heure quand il l'avait examinée. Puis vint le sergent de police qui avait relevé mes empreintes digitales sur le couteau. Là, mon avocat intervint. Dites-moi, sergent, avez-vous relevé des empreintes digitales sur les autres couteaux dans la cuisine? Oui, maître, sur 2 d'entre eux, il y avait les empreintes des doigts de la victime. Et rien sur les autres? Non, maître. En les lavant, on avait fait disparaître les empreintes. Pourtant, la personne qui les a essuyées a dû les toucher. Beaucoup de femmes essuient les couteaux en les tenant dans un torchon et les font tomber directement dans le tiroir sans y laisser d'empreintes. Bref, il n'y avait sans doute aucune empreinte sur l'arme du crime quand l'assassin l'a prise dans le tiroir. C'est probable. Mais dès qu'il l'a saisie, il a laissé sur le manche la marque de ses doigts. À moins qu'il n'ait porté des gants. Ah, ça, bien sûr. Encore une question, sergent. Le meurtrier a-t-il pu effacer avec son mouchoir toute empreinte en frottant le manche sans le retirer du corps de la victime? C'est très possible. Je vous remercie. Le ministère public cita un 3e témoin nommé Émile Schneider, que j'avais vu souvent derrière le comptoir des chèques à la banque. Monsieur Schneider, comment avez-vous fait connaissance avec la victime? Elle venait régulièrement toucher la délégation de solde de son mari. Vous avez beaucoup connu cette dame? Non. Enfin, vous avez eu pourtant avec elle des relations suivies. Suivies? Un jour d'avril de l'an dernier, à la banque, elle m'a demandé si je ne connaîtrais pas une maison à vendre. Oui, elle voulait en acheter une et l'installer avant le retour de son mari. J'en connaissais une dans le quartier des Grands Chênes, et je lui ai proposé de l'y conduire en voiture, en fin d'après-midi. Cette maison l'a intéressée? Non. Je lui ai promis de me renseigner, et chaque fois que j'apprenais qu'il y en avait une à vendre, je l'ai emmené la voir. Que s'est-il passé le soir du 21 juillet? Le matin de ce jour-là, j'ai entendu parler d'une occasion avantageuse. Je lui ai téléphoné et indiqué le prix. Elle l'a trouvé trop élevé. Mais elle a dû réfléchir dans la journée, puisque le soir, elle m'a rappelé chez moi pour me dire que l'affaire l'intéressait. À quelle heure avez-vous reçu ce coup de téléphone? Vers 10 heures du soir. Et pourriez-vous être plus précis? Oui. Oui, ma radio était en marche. Et dès que j'ai raccroché, j'ai entendu le journal parler de 10 heures qui commençait. Que vous a dit Madame Lynn au téléphone? Que, réflexion faite, cette maison pourrait l'intéresser. Je lui ai répondu que je verrais quand je pourrais l'amener là-bas, et j'ai raccroché. Monsieur Schneider, quand avez-vous appris la mort de Madame Lynn? Le lendemain matin, à la banque. Êtes-vous allé immédiatement dire à la police que vous aviez eu une conversation téléphonique avec la victime la veille à 10 heures? Le juge d'instruction m'a fait demander. Il avait appris que je la connaissais. Quand vous a-t-il fait venir? Le lendemain. C'est-à-dire le surlendemain du meurtre? Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas allé spontanément informer le juge de cette conversation téléphonique? Parce que je n'ai pas pensé que ça en valait la peine. Ah, vraiment? Vous avez, n'est-ce pas, une femme et 2 enfants? Oui. Où étaient-ils ce soir-là? Chez ma belle-mère, à Vermont. Je crois savoir qu'ils y sont définitivement depuis le mois de mai. Votre femme ne veut plus revenir. Est-ce exact? Nous nous sommes disputés. À propos de Madame Lynn? Ma femme et moi, nous ne nous entendions pas depuis des années. Quelle était la nature de vos relations avec Madame Lynn? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je parle de vos relations intimes avec elle. Opposition, votre honneur. Opposition recevable. Soit, mais je me réserve le droit de rappeler ultérieurement le témoin si je l'estime nécessaire aux intérêts de la défense. Visiblement, ce Schneider mentait. Lily n'avait pas les moyens d'acheter une maison. Et puis voilà que le procureur général se met à lire des lettres que du Japon j'avais écrites à Lily. Bien reçu ta lettre.
dans laquelle tu me racontes que tu es allé en voiture avec ce Billy que je ne connais pas, passer la soirée dans une boîte de New York, et que, reparti de là-bas à 4 heures du matin, tu n'es rentré à Westenberg qu'à midi. Crois-tu que cette passionnante nouvelle m'ait réjoui? Tes lettres pourraient au moins me témoigner autant d'intérêt que tu en portes à tes Billy, sans aller, bien sûr, jusqu'à dire que je te mente. Vous n'avez pas le droit de lire mes lettres! Vous n'avez pas le droit! Silence! Vous n'avez pas le droit! Silence! Accusez que ce genre d'éclat ne se renouvelle pas. Vous n'avez qu'un droit ici, c'est de vous taire et de ne parler que lorsqu'on vous interroge. N'oubliez pas que dans ce procès, il s'agit de votre vie. Ces lettres sont des pièces à conviction et le jury doit les connaître, si le ministère public l'estime nécessaire. Asseyez-vous. Voici une autre lettre, particulièrement significative. Aujourd'hui, tous les copains ont reçu des lettres de leurs femmes. De toi, pas une ligne depuis 6 semaines. Es-tu donc si occupé par tes divers Billy que tu n'arrives pas à consacrer 5 minutes à ton mari pour lui écrire 3 lignes? Ce matin, Kerry m'a demandé pourquoi j'avais l'air si sombre. Je lui ai répondu que si je pouvais obtenir une permission pour aller étrangler ma femme, je serais un autre homme en revenant. Accusé, qu'avez-vous à dire sur une telle préméditation? Vous n'allez tout de même pas croire que je songeais à tuer ma femme parce que j'écrivais ça. Nous tous, quand nous parlions de femmes qui nous faisaient tourner en bourrique, nous disions ce genre de choses. Ça nous soulageait d'autant plus de les dire qu'on se savait incapable de les faire. Asseyez-vous. Ce fut au tour de Jack Spencer de venir témoigner et de raconter comment j'étais entré dans le salon tandis qu'il était avec Myriam. L'accusé était-il agité? Non, pas tout de suite. Il a été longtemps après? Aussitôt après que j'ai quitté le salon. J'étais encore dans le hall quand j'ai entendu prononcer mon nom. Je me suis arrêté pour écouter. Je venais de demander à Myriam Hensey de m'épouser. Et j'ai entendu qu'elle en faisait part à Alec. Comme il a beaucoup d'influence sur elle, j'ai voulu savoir ce qu'il en pensait. Ont-ils dit quelque chose concernant Lily Lynn? Ils ont commencé par parler de moi. Puis brusquement, Alec a voulu savoir où habitait Lily. Et Myriam lui a conseillé de le demander à Ursula. Alors Alec est descendu dans la salle de jeu. Et il a tellement insisté que sa sœur a fini par lui donner l'adresse. Et alors il a quitté la pièce. Et le capitaine Kerry est arrivé? Oui, mais il est reparti tout de suite. Myriam l'ayant supplié de courir après Alec. Pour l'empêcher d'aller chez sa femme? Oui, Alec était tombé malade au Japon et il faisait de la psychonévrose. Oh, laissez ça de côté, vous n'êtes pas psychiatre. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'a fait l'accusé quand il a appris où habitait sa femme. Il s'est précipité hors de la maison et il a disparu dans la nuit. Bon, je vous remercie. Le shérif vint ensuite raconter comment il était allé faire une partie de poker chez Ursula, partie que j'avais arrêtée par mon entrée intempestive. Alors, shérif, qu'avez-vous fait? Je suis allé prendre une bière chez Rogers dans Division Street, mais je pensais tout le temps à Alec qui était parti comme un fou. Je ne peux pas dire que je craignais un crime, non, bien sûr, mais je suis tout de même allé faire un tour du côté de James Street. Chez Madame Lynn, les fenêtres étaient éclairées, mais la maison silencieuse. Ça m'a paru étrange. Arrivé devant la porte du pavillon, j'ai aperçu l'accusé assis dans le salon sur un divan. Il se tenait la tête à 2 mains. C'est à ce moment-là que j'ai vu une femme étendue sur le tapis, alors je suis rentré. Combien s'est-il écoulé de temps entre le moment où vous avez vu l'accusé et votre entrée dans la maison? 1 minute environ. L'accusé avait-il bougé? Non. Tandis que vous étiez dans votre voiture arrêté, était-il possible à quelqu'un de quitter la maison sans être vu de vous? On pouvait évidemment sortir par la porte de derrière. Bien, je vous remercie. Ma pauvre sœur Ursula vint ensuite s'asseoir dans le fauteuil des témoins. Elle dut avouer qu'elle avait mis Lily à la porte parce que la veille, elle avait été vue en ville abominablement ivre en compagnie de plusieurs hommes. Puis, ce fut la déposition d'un jeune Godluro, un nommé Ogden, qui raconta les parties scandaleuses qu'il avait faites avec un de ses copains en compagnie de Lily qui les appelait chérie. Ces ordures me donnaient la nausée. Il me fallait pourtant les entendre. Vint ensuite Hélène Spencer, la fille de l'épicier, la sœur de Jacques. Oui, c'est exact. Je m'étais lié d'amitié avec Lily. Elle était très au courant de la mode, elle me conseillait. Nous allions souvent faire des courses ensemble. L'avez-vous aussi accompagné dans ces sorties avec des hommes?
Au début de juillet, cette année, 2 messieurs sont venus de New York pour la voir, m'expliquant que c'était de vieux amis, et elle m'a demandé de faire la 4e, et nous sommes allés dans une auberge à la campagne. Et là, que s'est-il passé? Lily s'est enivrée. Elle s'est conduite d'une façon scandaleuse avec un des 2 hommes, un nommé Don, qui avait avec elle des manières parfaitement indécentes. Il avait beau avoir été son mari... Comment son mari? Oui, son premier mari, dont elle avait divorcé. Mais j'ignorais que Madame Lynn eût déjà été mariée. Et vous, Lynn? Moi? C'est la première fois que j'en entends parler. Continuez, mademoiselle. Lily et Don étaient complètement ivres. Il lui a demandé de reprendre la vie commune, alors Lily a répondu non. Alec va revenir. Il faut que je me tienne tranquille. Et tu vas dorloter ce type-là, a protesté Don, furieux, à quoi Lily a répondu, personnellement, j'aimerais mieux toucher son assurance vie. Oh non, alors moi, j'étais indignée. À ce moment-là, mon frère Jacques et Myriam sont arrivés, et en voyant comment les choses tournaient, ils m'ont ramené à la maison. Avez-vous revu Madame Lynn? Le lendemain soir, elle m'a téléphoné pour s'excuser. Voyant qu'elle avait gaffé, elle m'a supplié de venir à son nouveau domicile de James Street, qu'elle occupait depuis le matin. Elle avait, paraît-il, certaines explications à me fournir. J'y suis allée, et quand je suis arrivée, j'ai trouvé M. Schneider qui discutait avec elle. À quel sujet? Ils se sont tus quand j'ai sonné, mais j'ai entendu quelques phrases en approchant de la maison. Oui, la fenêtre était ouverte. Lily lui a dit qu'elle ne pourrait plus le voir parce que son mari rentrait, et M. Schneider l'a supplié de partir avec lui. Et quand je suis entrée... il a paru très embarrassé et il s'en est allé tout de suite. Lily m'a alors demandé d'oublier ce que j'avais entendu la veille à l'auberge. Elle avait voulu, soi-disant, faire marcher son ancien mari. Mais moi, je lui ai répondu que la vérité était sortie de l'alcool et je suis partie immédiatement. Puis je l'ai jamais revu. Je vous remercie, mademoiselle. Et puis-je demander à Monsieur Schneider de revenir au fauteuil des témoins? Accordé. Monsieur Schneider, vous savez que vous déposez sous la foi du serment? Oui. Votre femme vous a-t-elle quitté à cause de Lily Lynn? Oui. Quand vous avez téléphoné à Madame Lynn le 21 juillet au soir, vous n'aviez en réalité aucune maison à lui proposer, n'est-ce pas? Je lui ai demandé si je pouvais venir la voir. Elle a refusé, désirant ne plus recevoir aucune visite jusqu'au retour de son mari. Savait-elle qu'il venait d'arriver? Je l'ignore. Étiez-vous l'amende, Madame Lynn? Mais Répondez-moi! Quelquefois seulement. Bref, vous étiez son amant? Oui. À midi, pendant la suspension d'audience, dans la cellule du palais de justice où l'on m'avait enfermé, je ne cachais pas ma colère à mes avocats. Ouais, mais qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que pas une seule fois vous n'avez tenté de prouver que j'étais innocent. Mon vieux, je ne suis pas un surhomme. Vous avez entendu sur quoi le procureur base l'accusation. Il a montré que vous étiez au courant de l'infidélité de votre femme et qu'un quart d'heure après le dernier signe de vie qu'elle a donné au téléphone, on vous a trouvé assis auprès de son corps poignardé, le manche du couteau portant vos empreintes digitales. L'assassin est sûrement ce nommé Don, son premier mari avec qui elle a refusé de reprendre la vie commune. Et pourquoi pas Schneider? Après tout, oui, pourquoi pas. Il était follement amoureux, elle a refusé de partir avec lui, alors... Et pourquoi pas Ogden pendant que tu y es? Ce pauvre petit, elle l'a laissé tomber pour son copain. Non, écoute, Alec, sois raisonnable. Medji va te tirer de là, mais laisse-le faire. Il sait très bien comment s'y prendre. Oh, oui, je vois ça d'ici. Les impondérables d'une loi dont on se garde bien de rédiger le texte. Crise de folie temporaire, circonstances atténuantes. Mais on ne me déclarera pas innocent. En tout cas, quand on me donnera la parole, moi je vous garantis que je dirai la vérité. Et le juge ne t'interrogera pas. Pourquoi? Vous avez donc tous peur que je crie que je suis innocent? Vous n'êtes pas assez maître de vous, et vous risqueriez de vous faire du tort. Je m'en fous éperdument. Écoutez-moi bien, Lynn. On ne vous condamnera sûrement pas à mort. Mais avez-vous vraiment envie de passer 20 ans, ou peut-être même le reste de vos jours en prison? Ah, c'est bon. Faites ce que vous voulez. Hein. Ah, on sonne, c'est la reprise. Alors ce fut la déposition de Kerry, mon vieux camarade de guerre, qui raconta notre accident d'avion, la mort de notre copain, le remords qui me poursuivait jusqu'à la psychonévrose, et pour couronner le tout, les lettres imbéciles de Lily, puis son silence qui aurait eu raison du moral le plus tenace. Enfin, dans une invraisemblable plaidoirie, mon avocat me dépeignit comme lettre pure, sans défense, contre l'ange noir. Mesdames et messieurs les membres du jury, un meurtre
a bien été commis, c'est exact. Il a été commis sur la personne de cet intègre et héroïque lieutenant de notre glorieuse armée de l'air. Cette abominable créature, dont la méchanceté et le vice me semblent échapper à tout qualificatif, a assassiné l'esprit et l'âme du lieutenant Alexander Lynn. 1 heure plus tard, j'étais acquitté. J'étais un homme libre, mais j'étais un homme que tout le monde considérait comme ayant tué sa femme. Sitôt libéré, je n'eus plus qu'une idée: retrouver l'assassin de ma femme. Le lendemain à midi, j'entrais dans le living room où Myriam mettait le couvert. Par la porte entrouverte, je voyais Ursula préparer le déjeuner dans la cuisine. Tu as bien dormi? Oui, merci. Dis-moi, Myriam. Oui. Je vais te demander, ce soir-là, quand Kerry a couru après moi, les autres sont partis d'ici, n'est-ce pas? Oui. Ils ne sont pas revenus? Non, sauf Jack, qui a été reconduire son père et qui est revenu pour rester un peu avec moi. Ah. Quand vous mariez-vous? Je pouvais pas lui donner de réponse tant que tu étais en prison. Et maintenant? Et maintenant? Je ne sais plus. Et si tu l'aimais vraiment, il n'y aurait pas de problème? Si Myriam devait se marier, c'est avec toi, Alec. Avec moi? Aucune fille n'aura envie d'épouser un type que tout le monde croit assassin. Mais moi, je sais que tu es innocent. Myriam! Mais où va-t-elle? Elle t'aime. Elle t'épousera le jour où tu le lui demanderas. Après le déjeuner, j'allais en ville et je rencontrais Hélène. Bonjour. Tu t'es bien reposée? Oui, oui. Dis-moi, Hélène. Hein? Tu as bien connu le premier mari de Lily? Don? Oh non, assez peu. Quel est son vrai nom? Donald Yard. Je crois qu'à New York, il a une belle réputation dans les tripots. Il vit avec une certaine Bertha que j'ai vue un soir ici. Tu as dit au tribunal que tu n'avais jamais revu Lily. Ce n'était pas vrai. Oh, enfin, pas tout à fait, quoi. Un soir, Lily m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait des copains de New York qui venaient d'arriver et qui manquaient une fille. Elle me suppliait de venir. Naturellement, papa m'a interdit d'y aller. Mais tu me connais, quand on me défend quelque chose, moi... Alors j'ai fait semblant d'aller me coucher et j'ai filé par la fenêtre. C'est ce soir-là que j'ai fait la connaissance de cette Bertha qui était venue avec Don Yard. Et après, tu as revu Lily? Ah ben ça non, alors ça jamais. Depuis ce jour-là, je l'ai détestée. Le soir, les amis sont venus à la maison, comme tous les samedis, pour jouer au poker. Moi, je ne restais pas avec eux, parce que j'avais une visite à faire. Oui. Je voulais interroger Emile Schneider. Je savais qu'il habitait Ivy Lane. Quand je sonnais, il vint m'ouvrir tout de suite. Monsieur Lynn, en quoi puis-je vous être utile? J'ai besoin de votre aide. Pour découvrir l'assassin de Lily. Entrez. Pourquoi chercher l'assassin? Vous avez été acquitté, c'est l'essentiel. Vous savez donc, ça n'est pas moi. Mais... Vous savez que je suis innocent parce que le coupable, c'est vous. Moi? Oh non, dites, après ce que je viens d'encaisser, ça suffit comme ça. Quoi? Puis quelqu'un a raconté à ma femme tout ce que j'ai été obligé de dire au procès. Et elle demande le divorce. Je dois quitter cette maison que j'avais fait mettre à son nom, et la banque m'a flanqué à la porte parce que j'étais l'amant d'une femme mariée. C'est déjà pas mal, non? Ah, si j'avais plus de cran, je me ferais sauter le caisson. Mais alors pourquoi ne pas me dire la vérité? Le soir du meurtre, vous êtes allé chez Lily, n'est-ce pas? Vous voulez vraiment savoir qui l'a tué? Je donnerai une fortune. Alors ça tombe bien, j'ai besoin d'argent. Vous avez quelque chose à me vendre? Oui, le nom de l'assassin. Combien? 5 000 $. Et pour ce prix-là, j'aurai un nom? Oui. Vous viendrez avec moi le dire au juge d'instruction? Pour jamais de la vie. Avec ou sans votre argent, moi je pars demain matin. Et comment pourrais-je savoir si vous ne me trompez pas? Je peux vous dire comment je l'ai appris. Voilà, ce soir-là, Lily m'a téléphoné à 10 heures. Elle voulait me voir une dernière fois avant votre retour. Alors j'y suis allé en prenant le chemin du bois et je suis arrivé par derrière. C'est en approchant du pavillon que j'ai vu une personne sortir par la porte de la cuisine et disparaître dans le taillis.
Et puis j'ai entendu sa voiture qui démarrait. Eh ben, c'est la voiture qui a failli m'écraser, pardi. Je suis entré et j'ai trouvé le corps de Lily. Et pourquoi vous n'avez pas alerté la police tout de suite? Pour avoir les mêmes embêtements que vous, merci bien. Non, j'ai filé à toutes jambes sans m'arrêter jusque chez moi. Et c'est un homme ou une femme que vous avez vu? Je vous ai dit 5 000 $. C'est votre dernier mot? Oui. En argent liquide. Et avant minuit. C'est bon. Vous les aurez. Rentré à la maison, je trouvais au sous-sol nos joueurs habituels. L'épicier Spencer, sa fille Hélène et son fils Jack, Myriam et Ursula, Kerry et George. J'avais dans ma chambre 2 000 $. Je leur demandais de se réunir pour m'emprunter 3 000, certain que ma sœur garantirait l'emprunt. Il me les fallait absolument avant minuit. Jack me fit observer que 3 000 $, c'était une somme. Devant leur peu d'enthousiasme, je n'assistais pas et je m'installais à la table pour jouer avec eux. George et Spencer se déridèrent tout de suite, parce qu'il y avait 2 ans qu'ils n'avaient fait une partie avec moi. Ils jouaient bien et admiraient ce qu'ils appelaient ma maîtrise. Au début, je ne gagnais pas. Mise en goût, l'audace de mes partenaires s'affirma de plus en plus et 2 heures plus tard, je leur avais gagné les 3 000 $ dont j'avais besoin. Je montai dans ma chambre pour prendre mes 2 000 $ d'économie et quand je redescendis, tout le monde était parti. 10 minutes plus tard, je sonnai à la porte de Schneider. Il vint m'ouvrir. Soudain, 2 coups de feu claquèrent et le grand corps de Schneider s'effondra. En un éclair, j'aperçus non loin de moi une forme humaine qui s'enfuyait. J'eus à peine le temps de voir briller le canon d'un fusil. Je demeurai là, hébété, sans faire un mouvement. Et voilà que j'entends courir derrière moi. C'était Kerry. Il alla vers le blessé, l'examina, se redressa en disant « Il est mort. 2 balles. Alec, qu'est-ce que tu as fait de ton fusil ?» Mon fusil, moi? Je n'avais pas de fusil. J'étais abruti par la soudaineté de cet assassinat. Kerry me prit par le bras, m'entraîna en courant jusqu'à la maison, et je m'affalai sur une chaise sans réaction, tandis qu'il expliquait à Ursula et à Myriam ce qui s'était passé. Alec, pourquoi es-tu allé chez Schneider? Et parce qu'il avait vu l'assassin de Lily. Il m'a proposé de me dire son nom contre 5 000 $. Mais quelqu'un l'a tué avant. Allons donc. Pourquoi quelqu'un se serait-il risqué à tuer Schneider juste au moment où tu arrivais chez lui? Eh bien, figure-toi, j'ai aussi une question à te poser. Comment se fait-il que tu surgisses chaque fois que quelqu'un se fait assassiner, toi? Nous avons cru que tu voulais disparaître, ou bien que... Ou bien faire une folie, puisque je suis fou, c'est ça? Bah dites-le. Il fallait me protéger contre moi-même. J'ai accepté de te suivre. Alec, qu'est-ce que tu fais? Laisse ce téléphone. Mais qui veux-tu appeler? La police, je n'ai rien à cacher. Alec, je t'en supplie, raccroche ce téléphone. Et pourquoi? Parce que la police va dire, après avoir tué sa femme, il a abattu l'amant. Ce serait abominable. Et ils concluront que si tu avais besoin de 5 000 $, c'était pour fuir après ce 2e assassinat. Mais c'est faux! Et le fusil? Où l'as-tu caché? Ils le trouveront tôt ou tard, avec tes empreintes. Oh mon Dieu! Bah, si non seulement vous continuez à être persuadé que c'est moi qui ai tué ma femme, mais encore vous croyez que j'ai assassiné Schneider? La justice ne pourra pas penser autrement que nous, mon petit. Oh, mais alors je suis seul, moi. Désespérément. Non, non, Alec. Moi, je sais que tu es innocent. Oh, laissez-moi dormir. Oui, ben pour le moment, c'est ce que tu as de mieux à faire. Hein. Allez, demain, nous reparlons de tout ça. On m'aida à monter dans ma chambre comme on aide un grand malade. Je fis semblant de me déshabiller et l'on me laissa seul. J'attendis que Kerry ait quitté la maison et qu'à leur tour Ursula et Myriam soient montées se coucher. Alors je m'assurai que mes 5 000 $ étaient bien dans ma poche. Ma fenêtre donnait sur le toit plat qui surmontait le portail. Je me laissai glisser jusque dans le jardin et je disparus dans la nuit. Je ne revins à West Amber que la semaine suivante. Il faisait nuit, c'était après le dîner, et j'aperçus tout de suite Myriam qui fumait une cigarette sur le perron. 1 minute plus tard, elle était dans mes bras. Oh, mon amour, je savais que tu reviendrais. Je t'attendais.
Ursula a mis de côté une grosse somme d'argent liquide pour toi. Nous partirons ensemble pour l'Amérique du Sud. Ben, je trouve qu'on est très bien ici. Non, n'entre pas dans la maison. Attends qu'il soit parti. Qui? La police? Non, Kerry et George, ils sont presque aussi dangereux. Mais je ne les crains pas, viens. Alec. Mais viens, je n'ai tué ni ma femme ni Schneider. Et maintenant je peux faire la lumière sur tout ça. Ce soir je ne te demande qu'une chose. Continue à croire en moi. Oui, Alec. Allez, entrons. Bonsoir. Alec, sauve-toi, mon petit, sauve-toi. Ouais, mais je sais que la police me recherche pour l'assassinat de Schneider. J'ai lu ça dans les journaux à New York. Et tu es revenu? D'abord une question. A-t-on retrouvé le fusil qui a servi à tuer Schneider? Mais tu dois le savoir mieux que personne. Après avoir tiré, tu l'as jeté dans l'herbe. Et dans la nuit, avant de quitter le pays, tu es allé le reprendre. Puis tu as filé à New York. Logique, mais faux, mon pauvre George. Archi faux. Effectivement, je suis allé me planquer dans New York, sinon j'étais tout de suite bouclé ici. Alors j'avais besoin de réfléchir, de beaucoup réfléchir et de faire aussi certaines petites enquêtes. Et peut-on savoir le fruit de tes réflexions? Oui. D'abord, une évidence m'a frappé. Ces 2 meurtres avaient été prémédités et exécutés dans le but de me les faire endosser. Puis j'ai acquis la conviction que l'assassin se trouvait ici, parmi les joueurs des 2 samedis, date des 2 meurtres. Chaque fois, il a pu aller de cette maison au lieu du crime et y arriver avant moi. Oui, vraiment. Je me suis dit également qu'un certain nombre d'entre vous haïssaient Lily pour différentes raisons. Autre certitude, Schneider a été supprimé parce qu'il connaissait l'assassin. Enfin, à travers tout ça, c'est à moi qu'on en voulait. Ouais. Et dans ce cas, pourquoi n'as-tu pas été tué, toi aussi? Parce qu'avant tout, il s'agissait de me salir. Me faire passer pour un assassin, c'était d'abord me faire subir une condamnation infamante, que ce soit la chaise électrique ou la prison à perpétuité. Ce sont des mousses. Non, George. Alec raisonne très bien. Je suis allé à New York parce que j'étais à peu près sûr que l'assassin, c'était Don Yard. J'ai fait une enquête serrée, et j'ai eu la preuve que les soirs des 2 meurtres, le premier mari de ma femme était très loin d'ici. Par contre, j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mes raisonnements. Bertha, sa maîtresse, m'a confié que l'avant-veille de sa mort, Lily avait informé Don qu'une personne menaçait de la tuer. Or, il ne s'agissait pas d'un de ses amants. Qui était-ce? Ça, je ne peux pas encore le dire, mais ça ne va plus tarder. À tout à l'heure. Alec, où vas-tu? Démasquer l'assassin. Un quart d'heure plus tard, je me trouvais devant la grande maison basse où j'étais venu tant de fois. Seule la partie centrale était éclairée. Traversant la pelouse, j'atteignis à l'extrême droite la fenêtre qui m'intéressait, celle d'une pièce qui servait de fourre-tout. J'entrouvris les volets, enjambai la barre d'appui, et je me trouvais au milieu de meubles cassés. Au mur, un fusil de chasse. Le fusil qui avait tué Schneider. Oui, il était là, bien là. Maintenant, je n'avais plus qu'à m'en aller et laisser agir la police. Je me dirigeais vers la fenêtre, quand la porte s'ouvrit brusquement. Je fis volte-face, et un homme bondit sur moi, brandissant un couteau. Ça suffit! Séparez-vous tous les deux! Jerry, le couteau! Salaud! Vas-tu me donner ça? Vas-tu me donner ça? N'aie plus peur, Alec, je l'ai. Attends que j'allume. Tu es blessé? Non, rien de grave. Ah bah tu vois, pour une fois, je ne me plains pas que tu sois là. Ah bah, cette fois, au moins, je suis arrivé avant et non après le meurtre. Attention, on vient. Qu'est-ce qui se passe? Hey, qu'est-ce que vous faites tous les 3 ici? Bonsoir, monsieur Spencer. Bonsoir, Kerry. Mais c'est Alec? Et dans quel état? Jacques, qu'est-ce que ça veut dire? Jacques, es-tu blessé? Laissez-le, Hélène. J'ai dû le frapper très fort pour qu'il lâche cette arme. Mais c'est un couteau? C'était mon fils qui l'a fait dans la main? Oui. Il a voulu me tuer avec. C'est pas possible. Jacques, dis quelque chose, dis-moi qu'il ment. C'est votre fils, monsieur Spencer, qui a assassiné Lily et Emile Schneider. Pourquoi dis-tu cela, Alec? J'ai cherché. J'ai cherché longtemps qui avait tué Lily, qui avait été obligé de tuer Schneider et qui enfin avait intérêt à me faire endosser ces 2 crimes. Une seule personne, monsieur Spencer, pouvait répondre à ces 3 points d'interrogation, une seule, votre fils. Ah oui, il y a longtemps que Jack me déteste.
Ça remonte à nos années de collège quand il a commencé à aimer Myriam qui ne s'intéressait qu'à moi. Mais voilà que je pars pour la guerre. Les Toubib ne veulent pas de lui et il faut bien le dire, en mon absence, il fait des progrès auprès de Myriam qui apprécie son intelligence et qui l'épouserait sans doute si je n'existais pas. Mais le soir de mon retour, Jack constate qu'elle est toujours aussi loin de lui. Une fois de plus, il lui a demandé de l'épouser. Elle a refusé. Et il comprend que je suis la cause de ce refus. De toute évidence, mon union avec Lily ne peut pas durer. Et Myriam attend que je sois libre pour m'épouser. À ce moment-là, il a dû songer à me tuer. Non, c'est pas vrai. Non. N'est-ce pas, Jack? Dis que ce n'est pas vrai. Continue, mon petit. Eh bien, monsieur Spencer, il ne m'a pas tué. Parce qu'on aurait vite deviné qu'il avait voulu supprimer un rival gênant. Et ma mort n'aurait rien résolu. Pendant qu'il vous ramenait chez vous, monsieur Spencer, il a eu le temps de réfléchir. Et son plan était parfait. Convaincu d'assassinat, je serais exécuté ou emprisonné, mais de toute façon, j'aurais perdu l'amour de Myriam. Alors, il vous ramène ici chez vous, et il va droit chez Lily. Il la tue. Il se sauve, manque de m'écraser au passage et va rejoindre Myriam. Ouais, il était encore avec elle quand je suis revenu leur apprendre ton arrestation. Mais l'ennui, c'est que je suis acquitté. Du coup, je redeviens libre doublement, puisque délivré de Lily, je vais pouvoir épouser Myriam. Et circonstance aggravante, Schneider l'a vu quitter le pavillon juste après son crime, et Schneider le fait chanter. Et qui te l'a dit? Personne. Mais c'est bien dans le caractère du gars. N'est-ce pas, Jacques, que Schneider t'a fait cracher du fric? Oui. Et tu as tout de suite compris le marché qui venait d'être conclu entre ce salaud et moi, quand je vous ai dit à tous que j'avais besoin de 3000 $ avant minuit. Tu as senti que Schneider allait me livrer ton nom. Alors tu as décidé de le tuer pour l'empêcher de parler. Et me faire endosser un deuxième crime. Comme ça, cette fois, je n'échapperai pas. C'est pourquoi, après la partie de poker, tu as couru ici, tu as pris ton fusil, celui qui est pendu, là, à ce mur, et tu allais te mettre à l'affût. Quand Schneider m'a ouvert, tu as tiré, tu as fichu le camp, ni vu ni connu. Voilà. Eh bien, c'est toute l'histoire. Si je me suis trompé, dis-le. Jacques, mon petit, tout ce que vient de dire Alec, tout est vrai. Le fou, c'était pas lui. Mon Dieu. Je sortis de la pièce. La nuit était claire et douce. Au ciel brillaient des millions d'étoiles. Je regagnai à grands pas la maison où Myriam m'attendait. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Le premier roman policier de Patricia Highsmith l'avait rendu célèbre et avec raison. C'était L'inconnu du Nord Express. Il n'est pas certain que le roman qu'elle vient de faire paraître chez Calman Levy et qui s'intitule Le meurtrier ne lui soit pas supérieur. Il l'est en tout cas par la maîtrise avec laquelle il est traité et par l'extrême originalité du sujet. Chose curieuse, dans ce livre dont nous savons dès le premier chapitre comment le libraire Melchior Kimmel a tué sa femme, et dès le 4e chapitre comment l'avocat Walter Stackhouse n'a pas tué la sienne, nous ne cessons d'éprouver toutes les affres d'un double suspense. La culpabilité de l'un, l'innocence de l'autre pourront-elles être prouvées? Ce qui renforce la situation, c'est que les deux hommes ne se connaissent nullement. Leur seul lien, si l'on peut dire, est celui-ci. Stackhouse, marié à une intolérable névrosée, Clara, s'est interrogé sur la mort de la femme de Kimmel, dont les journaux ont donné le compte-rendu et que l'on a trouvé égorgée à quelque distance de l'arrêt d'un car. Par déduction, il a très bien reconstitué le crime et il est pris d'une curiosité morbide qui le pousse à se rendre chez Kimmel et à voir comment se comporte cet assassin impuni, car la police ne parvient pas à établir la culpabilité de Kimmel. Or, Stackhouse, par cette démarche, se place dans un terrible engrenage. Il se trouve lui-même amené à suivre sa propre femme qui a pris un car pour se rendre auprès de sa mère mourante. Au premier arrêt, Stackhouse a voulu rejoindre Clara, mais il ne l'a pas trouvée après l'avoir cherchée en vain.
c'est que dans le moment où il la cherchait, Clara se jetait du haut d'une falaise. Innocent, mais du fait de mensonges stupides, Stackhouse devient suspect. Telles sont les données de ce roman haletant et dont le dénouement est tragique. Il est à souhaiter que ce bref résumé incite à le lire. Le meurtrier, par Patricia Highsmith, est publié par Calman Levy dans la collection Traduit de. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Piège à minuit n'a peut-être pas la force de percussion des films d'Hitchcock, mais c'est un drame à suspense très honorable et même assez attachant par la préparation des effets et le talent des acteurs. Doris Day, qui en est l'héroïne, n'était pourtant nullement préparée à un tel rôle. David Miller, le metteur en scène de Piège à minuit, n'a pas la maîtrise ni la puissance de Litvak, qui avait fait naguère raccrocher C'est une erreur, mais son film est néanmoins angoissant, et il a fort bien utilisé la couleur, ce qui est rare dans les films de cette sorte. L'action se passe à Londres. Kit Preston, une jeune américaine, a épousé un gros financier anglais, Tony Preston. Le bonheur du couple serait parfait si Kit, traversant par un soir de brouillard un square près de chez elle, n'entendait une voix lui annonçant qu'elle n'en a plus que pour quelques jours à vivre. Elle pourrait croire à une hallucination si, au téléphone, dans les jours suivants, la même étrange voix ne renouvelait ses menaces. Son mari s'efforce de la calmer, ainsi que les policiers de Scotland Yard, alertés tout de même par Tony. Je ne puis vous en révéler davantage, sous peine de désamorcer le suspense. On peut simplement dire que l'explication finale est assez confuse. Les auteurs de films policiers pêchent trop souvent par manque de clarté. Avec un roman, on peut remonter les pages, si le dénouement paraît obscur. Au cinéma, ce qui est passé est passé. Les auteurs l'oublient trop. Doris Day, répétons-le, a fait un gros effort pour interpréter ce rôle très loin de son registre habituel. Rex Harrison, son mari dans le film, est toujours l'anglais flegmatique et distingué que nous connaissons. Il ne se renouvelle guère, mais c'est un bon comédien. Enfin, nous retrouvons la charmante Myrna Loy dans le rôle d'une tante d'Amérique. Elle est toujours la finesse et l'esprit même. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Ma tête sur un coup de poker, film radiophonique de Jean Marcillac, d'après le roman de Bruno Fischer, avec par ordre d'entrée en onde Pierre Trabeau dans le rôle d'Alec, Clément Béram, Jean-Pierre Litvak, Lisette Lemaire, Jeanne Dorival, Jean-Pierre Bernard, Jean Mauvais, Yves Duchâteau, Raymond Pélissier, Gaëtan Jor, Jacques Berger, Pierre Delbon, Nicole Verville et Hieronymus. Bruitage Jean Berriac, prise de son Raymond Bess et Françoise Brochard, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.